Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue dans votre émission littéraire La Cadence des Lettres. La Cadence des Lettres est une émission sporadique qui a pour vocation de promouvoir les œuvres écrites de la littérature négro-africaine. À cet effet, le grand rendez-vous littéraire de ce matin se tient dans la salle des archives de la Bibliothèque nationale de Bamako et c'est autour d'un recueil de poèmes intitulé « Devoir de changement ». Publié de l'année dernière à l'édition Innov Édition, l'auteur de ce recueil de poèmes se nomme Modibo Kanfo, littéraire de formation, poète en puissance, innovateur d'une nouvelle manifestation de forme poétique qui s'appelle Kanfonien ou Kanfonienne. Chers téléspectateurs, c'est avec un immense plaisir que nous recevons sur notre plateau le poète Modibo Kanfo. Kanfo, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Ok, donc il y a un proverbe bamanan qui dit que quand la chèvre est présente, il ne faut pas bêler à sa place. D'accord. Avant de te présenter, j'aurais préféré que tu te présentes toi-même. Qui est Modibo Kanfo? D'accord, merci. Il y a aussi un proverbe bamanan, je crois, qui dit que l'homme n'est pas bon dans sa propre bouche. Mais néanmoins, je vais essayer de dire l'essentiel. Je suis Modibo Ibrahima Kanfo, écrivain, auteur de 2 recueils de poèmes. Le premier recueil s'intitule Au-delà de l'apparence, qui a été publié en 2018. Et le deuxième s'intitule Devoir de changement, sur lequel nous allons parler aujourd'hui. Donc je suis actuellement le président du mouvement des jeunes écrivains, dénommé les Jeunes Esprits de la littérature malienne, GELMA. Alors nous sommes ensemble un groupe de jeunes écrivains qui évoluent dans le sens de l'écriture. Voici un peu ce que je peux dire. Okay, donc si je comprends, en dehors de l'activité de l'écriture, tu n'as pas d'autres occupations? Bon, j'ai d'autres occupations. J'enseigne le français au lycée et en gros c'est tout. Ok, vraiment, merci beaucoup. Merci. Et là, il y a une question qui m'est venue parce que quelqu'un qui s'intéresse tant à la littérature, comment se fait-il que ton choix est tombé uniquement sur la poésie, le genre de la littérature de la poésie? En dehors de la poésie, voilà, ça fait un peu longtemps que tu évolues dans le monde de la lecture et de la littérature, mais pourtant tu as choisi la poésie. Voilà. Pourquoi? D'accord, c'est déjà une très bonne question. La poésie, comment la poésie est venue. Je me rappelle comme hier, quand je faisais encore la 11e lettre, et bien avant ça, vous savez, dans nos différentes classes, depuis la 3e année, la 4e année, généralement, les enfants sont tentés par l'écriture des poèmes. Et vous écrivez, on avait même à l'époque des cahiers de poèmes. Vous écrivez des poèmes d'amour là-dedans, des poèmes de souvenirs, jusqu'en 6e année, jusqu'en 7e année, jusqu'en 8e année. Alors, avant même de voir la poésie comme une leçon, les enfants avaient déjà une idée sur la poésie. Et moi, ça ne me plaisait pas du tout, parce qu'on ne parlait que d'amour. Et plus tard, en 11e, il y avait une leçon qu'on appelle la versification. Dans cette leçon, lorsque nous avons vu la leçon, moi j'ai vu que la poésie ne se limite pas seulement à l'amour. Il y a les vers, il y a les rythmes, il y a les figures de style, il y a les rimes, il y a autre chose. Et je me suis dit que, alors, waouh, c'est intéressant. Et si j'essayais aussi d'écrire un poème, essayer de rimer ce texte-là, essayer de faire de sorte que les vers aient le même nombre de pieds, essayer de faire de sorte que les strophes ont le même nombre de vers. Donc voici un peu comment j'ai essayé. Et tout de suite, j'ai écrit un poème. À l'époque, j'étais beaucoup tenté par le sonnet, un poème de 4-4-3-3. Et j'ai écrit un sonnet, j'ai essayé un sonnet, et ça m'a beaucoup plu. Et je me suis dit, bon, est-ce que je ne vais pas me lancer dans cette aventure? C'est comme ça que je me suis retrouvé dans la poésie. Et lorsque j'ai publié le premier livre intitulé Au-delà de l'apparence, dans ce livre, il y a un poème là-dedans qui s'intitule Aube d'une révolution. Et dans ce poème, j'ai déjà parlé d'un certain nombre d'innovations que je vais faire dans la poésie. C'est-à-dire les canfoniennes, les canfoniens. Je vais en venir voilà, exactement. Le poème caméléon, etc. Et chaque nouveauté fait un livre. Ce livre porte sur les canfoniennes et les canfoniens. Les livres qui vont venir, il y a le poème caméléon, il y a les poématiques. Mais c'est après tout cela que je vais aller vers la fiction. J'ai déjà commencé un roman, mais qui ne sera pas publié maintenant.
Est-ce que vous voyez un peu? Donc, ce qui veut dire que tu ne vas pas te limiter seulement au genre de la poésie seulement. Non, non, non. Tu ne vas pas te limiter à cela. Non. Donc, tu as parlé des rythmes, les règles de l'écriture poétique. Mais comment se fait-il que, selon mes constats, après avoir lu le livre Devoir de changement, Oui. je me suis rendu compte que vous avez piétiné les règles dont vous venez de citer tant. Et c'est en piétinant ces règles-là que vous qualifiez, vous dites que vous êtes en train de faire le canfonien ou le canfonienne. Là, j'aimerais quand même que vous soyez clair là-dessus, parce que vous avez piétiné les règles de la poésie. D'accord. Bon, ce qu'il faut comprendre, c'est que, vous savez, depuis le début du XXe siècle, tous les genres, pratiquement tous les grands genres sont allés en crise. On parlait de nouveaux romans, qui est contraire à l'ancien roman traditionnel. On parlait de poésie surréaliste, qui est contraire à la poésie traditionnelle. Et on parlait de théâtre de l'absurde, qui est contraire au théâtre traditionnel. Alors déjà, avec l'avènement de la poésie surréaliste, les poètes ne sont plus obligés de respecter les règles, comme le faisaient les auteurs romantiques, les auteurs du mouvement du romantisme. Donc du coup, moi, je suis un peu dans le tout. Souvent, je suis dans la tradition, souvent, je suis dans la modernité, mais je me donne d'abord la liberté de faire ce que je veux. Je suis artiste. Le mot poésie vient d'un mot grec qui signifie créer, qui signifie inventer. Donc le poète est avant tout un inventeur, un créateur. Il doit créer. Donc s'il viole les règles, c'est aussi une création. C'est à travers la violation de ces règles qu'il peut arriver à l'innovation. Alors l'innovation que j'ai faite, que j'appelle la canfonienne, le canfonien, c'est déjà deux nouvelles formes de poèmes. À l'époque, dans mes recherches, sur les formes de poèmes, je vois qu'il y a le sonnet, il y a la ballade, il y a le rondeau, il y a le rondel, il y a le virelet, il y a le lait, il y a le pantoum, il y a le tanka, il y a le haïku. Tout ceci sont des formes de poèmes qui ont existé par-ci, par-là. Par exemple, quand vous allez voir le pantoum, vous allez voir que ça, c'est une forme de poème qui a été développée en Malaisie. Et quand vous allez prendre le tanka ou encore le haïku, ça, c'est le Japon. Quand vous allez prendre le sonnet, ça, c'est l'Italie, la France. Mais est-ce que toutes ces poésies-là sont enseignées dans les établissements scolaires? Non, dans nos établissements, malheureusement, on doit voir tout ça au lycée, dans la leçon de la versification, parce que c'est en rapport avec la poésie. Mais malheureusement, on n'a pas assez de temps pour parler de tout ça. Souvent, on brosse un peu et puis on passe. Maintenant, moi, je ne vois aucune de ces formes qui appartient à l'Afrique. Et quand je devenais écrivain, je me suis dit, est-ce qu'un jour, moi, je pourrais écrire une forme de poème qui pourrait appartenir à l'Afrique? C'est comme ça que l'idée de la canfonienne est venue. Et l'idée de la ça consiste à faire quoi, la canfonienne? La canfonienne, c'est tout simplement écrire un poème qui est constitué de 100 vers. Et dans la poésie, les vers... De 100 vers. 100 vers. Les lignes dans la poésie, on les appelle les vers. Les vers, exactement. Donc, les 100 vers sont structurés comment? Les 100 vers sont structurés, c'est-à-dire quand vous allez prendre, vous allez trouver qu'il y a jusqu'à 12 strophes. Chaque strophe est composée de 8 vers, 8 vers, 8 vers, ce qui fait 96. Après les 12 strophes, il y a une 13e strophe qui est composée de 4 vers. Ça va faire 100. Ça, j'appelle ça la canfonienne. Quand vous allez prendre les strophes de 8 vers, vous allez trouver que les 4 premiers vers, c'est le refrain. Les 4 autres vers, c'est le couplet. Exactement, ce que vous venez de dire. Oui. J'ai constaté ça depuis la première partie, dès le premier texte qui est dans votre livre, qui est, comment dirais-je, le devoir de sauver mon pays. Voilà. Vous écrivez que je sois endormi ou réveillé de toutes les nobles intentions qui hantent mon esprit. Mon premier souci est de sauver mon pays. Tout à fait. Donc vous êtes en train d'utiliser ça comme un refrain. Mais là, il y a une question personnelle. Quand j'ai lu la partie, c'était de savoir, sauver ton pays. Bon, il s'agit de quel pays? Il s'agit de l'Afrique, parce qu'il y a des lignes aussi, il y a des vers dans le texte qui vont au-delà du Mali. Et là, j'aimerais savoir s'il s'agit du Mali ou bien si en réalité il s'agit de l'Afrique tout entière. Ici, il s'agit d'abord du Mali. Il faut d'abord construire le Mali et aller à l'Afrique. D'accord? Quant aux thèmes qui sont en rapport avec l'universalité, les thèmes universels, là j'ai pensé à ça parce que quand vous allez prendre mon premier recueil, là-bas
pratiquement la plupart des textes concernent le Mali. Mais cette fois-ci, dans ce deuxième livre, la plupart des textes sont universels pour que lorsque le livre se retrouvera, que ce soit aux États-Unis, au Canada, en France, ailleurs, il faut que les lecteurs se retrouvent dans le livre. Un livre qui parle de guerre, un livre qui parle d'amour, un livre qui parle de patriotisme. Ce sont des thèmes universels. Ce sont un livre qui parle de la mort. Ce sont des thèmes qu'on retrouve partout. Ce sont des sujets qu'on retrouve partout. Que l'on soit chinois, que l'on soit américain, que l'on soit africain, que l'on soit d'un autre continent, on est toujours tenté par la mort, on est toujours tenté par l'amour, etc. Donc c'est vraiment pour agrandir le champ pour les différents lecteurs. C'est pourquoi il y a une diversité thématique et la plupart de ces thèmes sont universels. Merci beaucoup. Quand même, l'engagement n'est pas total. Mais il y a une partie d'universalité dont tu viens d'évoquer tout de suite, qui est « Il faut sourire ». Je vais lire le premier strophe. Pour ne plus vivre au cœur de l'enfer, pour que ta vie ne soit plus un calvaire, pour supporter les surprises de la vie, qu'importe les épreuves, il faut sourire. Il faut sourire, mon frère. Sourire pour prolonger l'âge de ta joie, sourire pour oublier les mots qui t'accablent. Étale sur tes lèvres le bon sourire, car le sourire, c'est le savoir-vivre. Par le sourire, tu seras un homme heureux. Par le sourire, tu seras un homme joyeux. Par le sourire, tu seras un homme généreux. Et subitement, vous changez de genre. Comme j'ai senti beaucoup d'universalité là-dedans, mais ta poésie incite chaque fois à nous dire « fais ceci, fais cela ». C'est comme des conseils. Mais le mot sourire là, est-ce qu'il y a quelque chose de privé qui t'a poussé à aller sur ce champ? Non, pas du tout quelque chose de privé, mais sauf que je vous donne un exemple très simple. Tu viens me trouver tout de suite, je suis avec mon ami, j'ai un visage gris, un visage pas du tout agréable, oui, pas du tout agréable, mais mon ami est là tout le temps, il sourit. Tu es étranger, tu viens, tu vas t'adresser à mon ami grâce à ses sourires, parce que déjà, tu auras tout de suite peur de moi qui suis assis, qui a le visage gris. Ce qui fait que le sourire est un moyen d'ouverture. À travers le sourire, c'est comme si on s'ouvre aux autres. Tu viens dans une famille, tu salues, tu vois quelqu'un qui a le visage gris, tu vois quelqu'un qui sourit. Tu es tenté à t'approcher de quelqu'un qui sourit. Tu penses qu'avec cette personne-là, tu pourras tout de suite trouver une solution à ce que tu cherches. Donc, c'est une façon de conseiller les uns et les autres. Moi, personnellement, j'ai peur des gens qui ne sourient pas. Ne souris pas. Ouais, j'ai vraiment peur. Il faut sourire. Quand tu ne souris pas, moi, j'ai peur de t'aborder. Mais pourtant, les hypocrites aussi sourient. Oui, donc, oui. dans ce cas, voilà, on ne va pas sentir un peu d'hypocrisie. Oui, non, mais sauf qu'il faut aussi voir le bon côté. Et même quand vous voulez épouser une femme, vous venez, vous trouvez tout le temps la femme là a le visage gris. C'est ça ne se comprend pas. Vous n'êtes pas tenté par la fille. Vous n'êtes pas tenté par la dame en question. Donc le sourire est un moyen d'ouverture à mon avis et j'ai voulu partager. C'est mon avis. J'ai voulu partager cet avis avec les autres. Il se peut que pour vous, on n'a pas besoin de sourire, mais il se peut que pour d'autres, il est bon de sourire. Mais à travers le texte, ceux qui ne sont pas conscients que le sourire est un moyen d'ouverture seront conscients que le sourire est un moyen d'ouverture. D'ailleurs, quelqu'un qui sourit beaucoup, et même c'est un conseil que les médecins donnent généralement, quelqu'un qui sourit beaucoup n'est généralement pas frappé par une crise cardiaque. Quelqu'un qui sourit, quelqu'un qui sourit tout le temps, parce que quelqu'un qui sourit tout le temps, tu te libères en fait quoi. Quelqu'un qui sourit tout le temps, tu te libères. Il n'y a pas de rancune. C'est quand il a des rancunes, des soucis et autres qu'on ne sourit pas. Voilà. Mais quand on sourit, ça veut dire que ça va, ça veut dire que le courant passe. Merci beaucoup. Deuxième thème universel aussi, que j'évite parfois vraiment, même pour l'évoquer tout de suite, j'ai un peu peur de le faire, mais je suis obligé. Parce que j'ai vu à la partie, je ne vais pas donner le titre, tu vas dire ça à nos chers téléspectateurs. Mais il y a le nom d'une personne, une personnalité qui est là. Il s'appelle Thierno Hadi Sidibé. Thierno Hadi Sidibé, tu as dédié la partie à Thierno Hadi Sidibé. Je vais lire un peu la partie aussi pour mieux te rafraîchir la mémoire. Ça c'est quand la terre me mangera. Quand je serai dans la solitude tombale, dans cette fosse qui nous est tous fatale, à la merci des centaines de vers de terre,
je ne serai plus celui qui t'écrira des vers. Loin de toi, je serai un Nasr éloigné. Loin de toi, je serai un étange tari. Loin de toi, je serai le poète exilé. Là, c'est dédié à un certain Tcherno Hadi Sidibé. Tout à fait. Et ça, il y a beaucoup de parties qui font au moins allusion à l'autre côté du monde, là, vers laquelle les peuples refusent parfois d'évoquer. Et qui est Tcherno Hadi Sidibé? Tcherno Hadi est un ami, un compagnon, un frère de plume qui nous a abandonnés très tôt. On s'est connus au club des lecteurs de l'Institut français, appelé maintenant le club des lecteurs du Mali, aux années 2015-2016. Et à l'époque, on était seulement les deux poètes qui venaient devant la masse pour déclamer nos textes. On ne savait même pas qu'on allait publier des livres, mais on espérait publier des livres dans les jours à venir et organiser des événements ensemble, venir à la télé tel qu'on le fait maintenant, présenter nos livres au public, faire des voyages ensemble pour parler de nos livres. Malheureusement, il est décédé avant la parution de son premier livre. Et c'est quelqu'un qui a joué un grand rôle dans ma vie, parce qu'aux années 2015-2016, moi j'avais vraiment peur de parler au public. Et je ne savais jamais qu'un jour aussi je serais à mesure de m'asseoir devant les caméras. J'étais connu à l'époque. Voilà. Donc du coup, lui, il me disait, toi tu écris des très bons textes. Le jour où tu seras à mesure de parler publiquement, le jour où tu seras à mesure de parler devant les caméras, tu vas influencer les autres ce jour-là. Ah oui, comme tel que tu es en train de le faire avec moi aujourd'hui. Je ne pense pas si j'influence. Donc je lui dis, mais si je prends le micro, je meurs. À l'époque, quand je prends le micro là, tu avais peur. J'avais peur. Mais pourtant, aujourd'hui, tu fixes notre caméra. Nous sommes sur ITV Afrique, dans l'émission La Cadence des Lettres, accompagné des jeunes poètes. Modibo Kamfo, dans son recueil de poèmes Devoir de changement. Et peut-être avant la fin de l'émission, beaucoup d'entre vous auront des idées de changement concernant l'état actuel de la vie sociale. Donc, du coup, il m'a dit d'écrire un jour, il m'a dit, pour la petite histoire, il m'a dit d'écrire un livre. D'écrire un texte, de venir déclamer ça la réunion suivante, puisque les réunions sont hebdomadaires le samedi. J'ai écrit le texte, je suis venu, je dis, bon, tiens, écoute, vraiment, moi, je ne peux pas déclamer ce texte-là, j'ai peur. Quand je vais déclamer, je vais mourir. Tu prends le texte, tu le déclames. Il dit, non. Quand tu ne déclames pas, là, c'est fini entre nous. Notre amitié, là, c'est fini. Je dis, je t'en prie, ça. Il dit, hey, tu vas déclamer ça. Et à l'heure de la fin, le président m'a donné la parole pour déclamer mon texte. J'ai pris mon texte, je tremblais. J'ai commencé à déclamer, Mais quand je finissais déjà, ça commençait à aller. Et quand j'ai terminé ce jour, j'ai été tellement applaudi que ce n'était pas possible. Donc ça m'a motivé à réécrire le texte et à présenter le texte au concours de poésie organisé par le Club Lettres en 2016. Et sur plus de 24, je crois, plus de 24 candidats, j'ai été retenu premier au concours de félicitations. Autour de ce texte. Félicitations. Donc, merci. Donc c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Ne pas lui écrire un poème pour reconnaître tout ça, et serait de l'ingratitude. Que la terre lui soit légère. Merci. Ce Tcherno, moi aussi je l'ai connu, on se connaissait. Et puis la déclamation qui parle de l'Institut français quand même, connaît pas. Voilà, j'étais le poète qui faisait égayer la salle. Okay. Ma deuxième question, ou bien sur l'universalité de du contenu de votre document, il y a le thème de l'amour qui est abordé. Oui. Et dans cette partie, si vous me permettez, à la page 60 du document, ce que je ressens pour toi. Le titre, c'est ce que je ressens pour toi. Oui. Ma reine parfaite, tu es mon confort. Tu es le seul être qui me rend plus fort. À toi, j'offre mes apports de la cime de mes efforts pour ne jamais te perdre mon trésor. Ma princesse, depuis que je t'ai rencontrée, je ne me suis jamais frustré. Ma bien-aimée, tu m'as appris à sourire. Jamais je ne te laisserai souffrir. Tant que je vivrai, je serai là pour toi. Je serai là pour tuer tes désarrois. Je serai ton serviteur, je serai ton protecteur et je demeurerai le seul élu de ton cœur.
Vous savez ce qui m'a impressionné? À travers tout ce que j'ai lu dans votre document, après avoir piétiné certaines règles voilà, de la poésie, mais pourtant ici, je vois que tu es trop conformiste avec l'ancienne règle. Il y a les rimes qui sont croisées et qui sont embrassées. Et puis on évoque voilà, l'émotion ou bien la chaleur du cœur que tu es en train d'évoquer envers une personnalité dont tu as refusé de nommer. Mais il y a une question pour moi. Est-ce que, monsieur le poète, vous êtes amoureux? Je pense que vous alliez poser cette question. Vous n'avez pas été la première personne à me poser la question. Mais je vous ramène dans le texte. Vous avez lu une strophe et revenons à une autre strophe et je vais vous faire remarquer un certain nombre de choses. D'abord, le texte a été écrit d'une manière pour attaquer et me moquer un peu d'un certain nombre de grands auteurs. Prenons l'exemple sur, je vais lire ces passages. Tu n'es pas pareil à George Sand. Ta grandeur double celle d'Elvire. Ta fidélité triple celle de Gala. Ton engagement sentimental dépasse celui d'Elsa. Tu m'as promis de ne pas imiter Jean Duval. Tu sais mieux conseiller que Marie-Thérèse Levasseur. Quand vous allez prendre George Sand, c'est la muse de l'écrivain Alfred de Musset. Quand vous prenez Elvire, c'est la muse de Lamartine. Quand vous prenez Gala, c'est la muse de Paul Éluard, Gala, Nuche, etc. Et quand vous allez prendre Elsa, c'est la muse de Louis Aragon. Quand vous allez prendre Jean Duval, c'est la muse de Charles Baudelaire. Et quand vous prenez Marie-Thérèse Levasseur, c'est la muse de Jean-Jacques Rousseau. Et ce n'est même pas fini par derrière, vous voyez, tu n'es ni Annie, ni Marie de Guillaume d'Ormesson. tu es plus belle que Juliette Drouet. Juliette Drouet, c'est la muse de Victor Hugo. Mon cher, il s'agit de qui? Annie, ici, c'est la muse de Guillaume Apollinaire. Donc, quand je dis que tu vaux mieux que telle femme, tu dépasses telle dame, c'est pour m'attaquer et me moquer de ces auteurs. On a vu Charles Baudelaire... Et non pour flatter une demoiselle charmante qui trouble ton sommeil. Même pas. C'est pour dire que Baudelaire, ah oui, toi tu as célébré la femme que moi j'ai connue. Est au-delà de ce que toi tu as célébré. Donc, une façon d'écouter, c'est que les lecteurs qui aiment beaucoup ces auteurs, c'est que ces lecteurs aussi vont dire. Et même en faisant cela, j'ai fait un nouveau jeu que beaucoup de gens ne vont pas comprendre. Quand je dis Marie de Guillaume d'Ormesson. Guillaume d'Ormesson n'a jamais existé. Quand vous allez prendre Guillaume Apollinaire, a connu une Marie dans sa vie. Une femme qui s'appelle Marie. Jean d'Ormesson aussi a connu une Marie dans sa vie. Maintenant, j'ai pris Guillaume... Une femme du nom de Marie. Du nom de Marie. Voilà. Alors, donc quand vous allez prendre Guillaume Apollinaire, j'ai pris le mot Guillaume, puisque les deux ont tous connu Marie dans leur vie. Ce n'est pas la même femme, mais chacun a connu, c'est-à-dire chacun a vécu avec une femme du nom de Marie. Donc quand vous allez prendre Guillaume Apollinaire, j'ai pris Guillaume, et avec Jean d'Ormesson, j'ai pris d'Ormesson. Ça a donné Guillaume d'Ormesson, qui devient une personne alors que c'est deux personnes. Ça, c'est un autre jeu que j'ai fait dans le livre. Mais ma question, c'était de savoir si l'auteur était amoureux. Moi, voilà. Mais moi je suis amoureux de la poésie, je suis amoureux de la modernité. Donc ce texte ne vise pas directement une personne physique. Ce texte est purement imaginaire. Et voilà. Parlant d'imagination, ce texte s'inscrit dans le cadre du surréalisme. Dans le surréalisme, il est permis d'aller vers le rêve, d'aller vers l'imagination et d'écrire un poème. La preuve est qu'il y a un vers qui dit « Je soutiendrai tes projets à 300%. » Ça nous ramène dans la thématique de l'amour fou. Et la différence entre le thème de l'amour dans le surréalisme et dans le romantisme, c'est l'amour fou. Le romantique, lui, traite l'amour de façon modérée, mais le surréaliste, lui, traite l'amour de façon avec beaucoup d'excès. Merci beaucoup, vraiment, Kamfo. Merci. Notre bateau débarque vers la fin. Mais avant cela, il y a une avant-dernière question qui est là, c'est de savoir si, par exemple, on te qualifie de poète non engagé, si quelqu'un t'accusera de ne pas être un poète engagé sur le front de la Révolution, quelle serait ta réponse? Parce qu'il y a un vers dans votre document qui est un peu relatif à l'idée de la Révolution, mais qui n'est pas du tout consistant. Et ça, c'est la partie où tu écris, où tu nous conseilles, c'était la partie prière. Parce que là, tu fais un résumé, un ramassé de tout ce que tu as eu à dire. Séparons-nous de la Covid
et du coût vide d'État. Oui. Voilà. En dehors de cette partie, je n'ai pas vu une partie qui est un peu relative à l'engagement. D'accord. Voilà. Quelle serait ta réponse? Tout lecteur est libre d'interpréter le livre en sa manière. Et parler du livre en tant qu'écrivain et parler de ce livre en tant que critique est différent. Je peux prouver que le livre est engagé. Si quelqu'un pense que ce n'est pas engagé, sur le chemin des conseils. Le conseil, c'est un engagement. Et des propositions. Les propositions sont des engagements. Mais on ne piétine pas une idée, il n'y a pas une idée qui est ciblée, qui est piétinée ou bien. Quand vous voulez parler de la révolution, ça aussi c'est un engagement. Mais tous les écrivains engagés ne sont pas obligés de passer par la révolution. Exactement. Parce que tout le monde n'a pas, c'est-à-dire, je ne sais pas comment je vais dire, c'est-à-dire tout le monde n'a pas l'habitude de changer les choses à travers la révolution. Et revenons un peu sur la politique de Martin Luther King et Malcolm X. Malcolm X a toujours gagné ses luttes à travers la violence, mais Martin Luther King l'a toujours gagné à travers la pacificité. Alors que les deux sont tous engagés. Est-ce que vous allez dire qu'un grand comme Martin Luther King n'est pas engagé? Il est engagé. Il est engagé, mais est-ce qu'il est révolutionnaire? Il n'est pas révolutionnaire. Il ne fait pas la révolution comme Malcolm X. La révolution de la rue, là, pour casser. Et quand moi je parle d'engagement, je ne vois pas l'engagement seulement dans le sens des Césaires. Même le fait de changer l'art, faire avancer l'art est un changement. C'est un engagement. Prier est un engagement. Et mais voilà, cela contredit un peu l'auteur sénégalais Sidi Ahmed Alioune Ndao. La prière console, mais l'action libère. Voilà, je sens là une... Oui, ça c'est un peu quelqu'un qui a une pensée philosophique. Et je joue souvent, je dis certaines choses de ce genre. Quand vous allez même lire le texte intitulé « Les éternels dominés », je provoque en disant que l'indépendance n'existe pas. Lui dit que, l'auteur que vous venez de citer dit que le travail libère, mais en réalité, la liberté, la prière console, oui. Mais l'action libère. Ok, revenons à la liberté ou à l'indépendance. Dans un de mes poèmes ici, je plaisante en disant que ça n'existe pas. Pourtant, ça n'existe pas. Ça n'a jamais existé. On se tend vers la liberté. On se tend vers l'indépendance. On n'est jamais indépendant. On est toujours dépendant. Merci. Toi, tu es dépendant parce que tu manges, tu bois, tu ne peux pas te libérer de tout ça, tu t'habilles, tu parles, non? Tu souris maintenant. Donc c'est relatif. C'est relatif. Merci beaucoup Modibo Kamfo. Et ainsi s'achève notre émission, chers téléspectateurs. Mais avant le mot de la fin, vous allez me dédicacer le document. Avec plaisir. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Le mot de la fin pour nos téléspectateurs. Je remercie beaucoup votre télévision. La télé éducative, oui, ITV Afrique. De m'avoir invité. Ce sont les émissions de ce genre qui font la promotion de notre littérature. Je profite pour inviter les jeunes qui veulent écrire, inviter les uns et les autres à ne pas se décourager. Et les inviter surtout à lire, à relire, à réécrire leurs textes pour améliorer leur qualité. Je vous remercie. Merci, merci beaucoup. Merci, chers téléspectateurs. Nous étions en compagnie d'un poète, un jeune poète malien du nom de Modibo Kamfo. Quand même, grand merci. Ainsi chasse votre sporadique rendez-vous littéraire d'aujourd'hui. Mes chers téléspectateurs, n'hésitez pas à nous contacter si l'émission vous a intéressé. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain numéro de l'émission La Cadence des Lettres. D'ici là, prenez soin de vous et bonne suite de programme en compagnie de la chaîne éducative du Mali. Merci, au revoir.